Alors, le cannabis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plante. Son nom scientifique est Cannabis sativa. On la cultive depuis des milliers d'années pour ses fibres, ses graines, mais aussi et surtout pour ses effets sur notre corps et notre esprit. La plante est assez complexe, vraiment. Imaginez une petite usine chimique naturelle. Elle produit plus de 400 substances différentes. Mais parmi toutes ces substances, une famille nous intéresse particulièrement, les cannabinoïdes. Ce sont eux les responsables des effets que l'on associe au cannabis. Il en existe plus d'une centaine, chacun avec ses propres caractéristiques et actions sur notre organisme. Pour comprendre comment ces substances agissent, il faut regarder à l'intérieur de notre propre corps. Nous possédons ce que l'on appelle un système endocannabinoïde. C'est un réseau de récepteurs présent un peu partout, notamment dans notre cerveau. Ce système joue un rôle dans la régulation de l'humeur, de l'appétit, du sommeil, de la douleur. Le THC et le CBD sont les deux stars de la plante de cannabis, mais ils ne jouent pas du tout dans la même équipe. Le THC, le tétrahydrocannabinol, est le principal agent psychoactif. C'est lui qui est recherché pour ses effets euphorisants relaxants qui modifient les perceptions sensorielles. Quand on parle de défonce, c'est au THC que l'on pense. Il agit directement sur les récepteurs CB1 de notre cerveau, ce qui perturbe la communication normale entre les neurones. C'est cette perturbation qui entraîne la sensation de planer la paranoïa. De l'autre côté du ring, nous avons le CBD, le cannabidiol. Lui, il ne provoque aucun effet psychoactif. Il ne fait pas planer et ne modifie pas la conscience. Son mode d'action est plus subtil. Il agit plutôt comme un régulateur, modulant l'activité du système endocannabinoïde sans le perturber violemment. Il est même capable de contrecarrer certains des effets négatifs du THC, comme l'anxiété. C'est pour cette raison qu'on le considère comme non stupéfiant et que sa vente est légale dans de nombreux pays. Quand on parle de cannabis, on entend souvent les mots marijuana et hashish. Ce ne sont pas des synonymes. Il s'agit de deux produits différents, issus de la même plante. La marijuana, que l'on appelle aussi herbe, correspond tout simplement aux fleurs séchées de la plante de cannabis femelle. Ce sont les têtes florales qui sont récoltées, séchées, puis effritées pour être consommées, le plus souvent fumées. Sa concentration en THC varie généralement entre 5% et 25%. Le hashish, lui, est un produit beaucoup plus concentré. Pour l'obtenir, on extrait la résine présente sur la plante. Cette résine est produite par de petites glandes appelées trichomes. On récupère cette résine par divers procédés, puis on la presse pour former des blocs. Le hashish est donc un concentré de cannabinoïdes, ce qui le rend beaucoup plus puissant que l'herbe. Cette forte concentration augmente logiquement l'intensité des effets, mais aussi les risques pour la santé. La question de la dépendance au cannabis a longtemps fait débat. Aujourd'hui, la communauté scientifique est unanime. Oui, le cannabis peut entraîner une dépendance. On estime qu'environ 9% des personnes qui expérimentent le cannabis développeront une dépendance. Ce chiffre monte à 17% chez ceux qui commencent à l'adolescence, et même entre 25 et 50% pour les consommateurs quotidiens. La dépendance ne s'installe pas du jour au lendemain. Le consommateur commence à associer le cannabis à des situations de plaisir, ou à un moyen de fuir le stress. Le cerveau s'habitue à recevoir sa dose de THC pour se sentir bien. Progressivement, la consommation n'est plus un choix, mais devient un besoin. La personne commence à organiser sa vie autour du produit. Elle pense à quand elle va pouvoir consommer. Elle s'assure d'en avoir toujours en stock et délaisse des activités qu'elle aimait auparavant au profit de la consommation. On parle de perte de contrôle. La personne continue de consommer malgré les conséquences négatives sur sa santé. On sait aujourd'hui qu'un syndrome de sevrage existe bel et bien lors de l'arrêt d'une consommation importante et régulière. Irritabilité, anxiété, troubles du sommeil. La consommation de cannabis est particulièrement dangereuse pour les jeunes et plus spécifiquement pour les adolescents de moins de 20 ou 25 ans. Eh bien, la réponse se trouve dans notre cerveau. Pendant l'adolescence, le cerveau est en pleine phase de maturation. Un peu comme un grand chantier de construction. Des connexions importantes entre les neurones se créent. D'autres sont éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Cette période est cruciale pour les fonctions cognitives supérieures. Prise de décision. Contrôle des impulsions. Le THC perturbe ce chantier de construction. Il se fixe sur les récepteurs du système endocannabinoïde. Le THC agit comme un saboteur. Il peut altérer le développement des circuits neuronaux. Une consommation régulière et importante à l'adolescence est associée à une baisse du quotient intellectuel à l'âge adulte. Au-delà de l'intelligence,
Le cannabis augmente le risque de troubles psychiques graves, facteur de risque majeur pour la schizophrénie, surtout chez les jeunes avec prédisposition génétique. Au-delà du risque de dépendance, la consommation régulière de cannabis entraîne des effets secondaires qui impactent la vie quotidienne. L'un des plus connus est le syndrome amotivationnel. Perte d'énergie, perte d'envie, perte d'initiative, projet personnel passent au second plan. Ce n'est pas une simple flemme, mais une conséquence neurobiologique due au THC sur les circuits de la récompense. Problèmes de mémoire et de concentration. Le cannabis perturbe la mémoire à court terme, la mémoire de travail, retenir une information, quelques secondes comme un numéro de téléphone, comme le début d'une phrase. Le sommeil est un autre domaine touché. Beaucoup pensent que le cannabis aide à dormir. Il facilite l'endormissement, mais perturbe l'architecture du sommeil. Réduction du sommeil paradoxal, phase des rêves. Un sommeil long, mais de mauvaise qualité n'est pas réparateur. Enfin, il ne faut pas oublier les risques physiques. Fumer, surtout avec du tabac, nuit au système respiratoire. Fumer contenant agents cancérogènes et irritants. Arrêter de consommer du cannabis après une période d'usage régulier n'est pas toujours facile, à cause du syndrome de sevrage. Ce syndrome est la preuve d'une adaptation du corps à la substance. Lorsque l'apport en THC cesse, le corps réagit. Les symptômes apparaissent généralement 24 à 48 heures après la dernière consommation, atteignent un pic au bout de quelques jours et peuvent durer de 1 à 4 semaines, voire plus pour certains aspects psychologiques. Une forte irritabilité, de la nervosité, de l'anxiété, une humeur dépressive. Le manque de la substance peut devenir une obsession, ce qu'on appelle le craving. Insomnie. Face à ces difficultés, un accompagnement est souvent nécessaire. Pour certains, un soutien psychologique est suffisant. Parler à un professionnel, que ce soit un médecin, un psychologue ou un addictologue, permet de mettre des mots sur ce que l'on vit, de trouver des stratégies pour gérer le craving et de renforcer sa motivation. Heureusement, personne n'est seul face à une consommation problématique de cannabis. Il existe de nombreuses structures et professionnels prêts à aider. Un jeune consommateur, un adulte bien installé dans sa dépendance, un parent inquiet. Pour les plus jeunes, des dispositifs spécifiques ont été mis en place. Les consultations jeunes consommateurs, ou CJC, sont des lieux d'accueil gratuits et confidentiels. On peut y rencontrer des professionnels, médecins, psychologues, éducateurs. Pour les adultes, les structures de référence sont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, ou CSAPA. Ces centres proposent une prise en charge globale et gratuite. Suivi médical, suivi psychologique, suivi social. En plus de ces structures spécialisées, le médecin traitant est souvent la première personne à qui l'on peut parler. Enfin, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des groupes de parole et des associations d'entraide. Des associations comme Narcotiques Anonymes proposent des réunions où des personnes partageant le même problème de dépendance peuvent échanger leurs expériences. Le cannabis n'est pas qu'une drogue récréative. Il possède aussi un potentiel thérapeutique de plus en plus reconnu. On parle alors de cannabis médical ou thérapeutique. Il ne s'agit pas de fumer un joint pour se soigner. Il s'agit d'utiliser les cannabinoïdes, principalement le THC et le CBD, sous des formes contrôlées, des huiles, des gélules, des sprays, et pour des indications médicales très précises. En France, une expérimentation est en cours, pour les douleurs neuropathiques sévères, pour certains symptômes liés au cancer, pour des formes d'épilepsie résistantes au traitement, et dans les soins palliatifs. L'objectif est de soulager des patients pour qui les traitements classiques échouent. Ce potentiel alimente le grand débat sur la légalisation. Les partisans avancent plusieurs arguments. D'un point de vue économique, contrôler la production, contrôler la vente et percevoir des taxes. Cet argent pourrait financer la prévention et les soins. Conduire sous l'emprise du cannabis est extrêmement dangereux et formellement interdit. Le THC altère de nombreuses capacités essentielles à une conduite sûre. Il ralentit les réflexes, diminue la vigilance, diminue la concentration et perturbe la coordination des mouvements. Le conducteur peut avoir du mal à maintenir sa trajectoire, à évaluer les distances, à réagir face à un imprévu. Des études montrent que conduire après avoir fumé un joint multiplie par près de 2 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Ce risque est démultiplié si la consommation de cannabis est associée à celle d'alcool. Pour lutter contre ce fléau, les forces de l'ordre réalisent des dépistages routiers. Le test le plus courant est le test salivaire.
Rapide et simple, il permet de détecter la présence de THC dans la salive, signe d'une consommation récente. Si ce test est positif, un prélèvement salivaire est effectué. Si positif, un prélèvement sanguin est effectué pour confirmation en laboratoire. En cas de suspension ou d'annulation du permis de conduire, le conducteur doit, pour le récupérer, prouver qu'il n'est plus consommateur.